Nous sommes en France, près de Bordeaux. Déjà, si tout va bien se passer. Dans 2 jours, Kylian, 26 ans, part à la guerre. Il est lieutenant dans l'armée de l'air et pilote d'hélicoptère. Allez. Kylian est venu embrasser sa mère avant son départ. Dans 3 mois. À bientôt. Voilà. Ouais. Je t'appelle avant de partir. Ok. Et puis de toute façon, il y a les mails. Ouais, il y a les mails, ouais. Mais avant de quitter la France, Kylian a un autre rendez-vous très important à ses yeux. Un rendez-vous dans les nuages. Voilà, c'est le dernier vol avant de partir. Donc, je vais essayer de me faire plaisir un petit peu dans les montagnes des Alpes. C'est votre manière de vous préparer pour... Ouais, de préparer sereinement, de réfléchir à tout ça, de prendre du recul et voilà, d'être bien prêt pour le départ. Dans le cockpit fragile de ce planeur, il va monter à plus de 4000 mètres d'altitude. Kylian est champion du monde de planeur. Avant de partir au combat, il a besoin de faire le plein de sérénité. Ce vol est aussi pour lui une manière de se rapprocher d'un homme qu'il a beaucoup aimé. Ça me permet de venir chercher l'aide de mon père. Mon père qui nous a quittés il y a 8 ans. Ça me rapproche un petit peu plus de lui. Et je sais qu'il est là, je sais qu'il me regarde, je sais qu'il m'aide à avancer et à faire les bons choix dans la vie. Je sais qu'il m'accompagnera aussi là-bas. Il m'aidera à ce que ça se passe bien. Dans quelques jours, Kylian va survoler un autre paysage. Bien plus hostile. Les montagnes afghanes. Il doit rejoindre les pilotes du bataillon d'hélicoptères de Kaboul. Ils sont une trentaine, souvent très jeunes, comme Amaury, 26 ans lui aussi. Il pilote un hélicoptère d'attaque, un Tigre. Ces jeunes soldats sont en première ligne, car aujourd'hui en Afghanistan, aucune opération n'est déclenchée sans l'appui des hélicoptères. C'est la fin de la journée dans la vallée d'Ouzbin, un endroit dangereux au nord-est de Kaboul. Amaury et son copilote escortent un convoi de camions qui doit ravitailler un poste avancé de l'armée française. Donc vous vouliez qu'on maintienne donc à l'est ou à l'ouest? Pardon, à l'est. En Afghanistan, il n'y a pas de mission de routine, et celle-ci va se révéler particulièrement périlleuse. Ouais, je baisse au PG. Ouais. Pour empêcher les talibans d'attaquer le convoi, Amaury vole très près du sol, à 300 km/h, et il multiplie les passages, prêt à tirer à la moindre alerte. Et là, il n'y a plus rien à voir. Allez. Ok, je sais pas où il est, Jorgen. Le convoi arrive à bon port, tout paraît calme. Amaury peut rentrer à sa base, mission accomplie. Alors en effet, là je suis stable sur les... Ouais, vous les avez, d'accord. Mais alors que la nuit tombe, les insurgés attaquent. Il bouge, hein, toujours. Ouais, oh là, on s'est fait tirer dessus. Esquive. Putain. Esquive. On s'est fait engager. Nom de Dieu. Oh putain. Bah j'ai vu une façon de passer juste en dessous à droite, là. Putain. Ce soir-là, les balles sont passées à 3 mètres de son appareil. Mais dans le job d'Amaury, pas de place pour la panique. C'est une question de survie. Ah bah, dans l'ensemble, c'était plutôt calme. Sauf sur la fin, où ils ont décidé de tirer un peu sur nos amis et sur nous aussi. Comme c'est déjà mon 3e mandat cette année, c'est pas la première fois que je me fais tirer dessus. Il n'en rajoute pas. Ce danger qu'il vient d'affronter, ce n'est pour lui qu'une simple péripétie. 4000 soldats français sont engagés dans le conflit en Afghanistan. Pour leur venir en aide, un bataillon d'hélicoptères est basé à Kaboul. Il intervient dans les montagnes de la Kapisa et de Surobi. Ce territoire est grand comme un département français. C'est un secteur à haut risque. Le danger est permanent. Décrochez, décrochez. On décroche. En 75, 22. Les hélicoptères contrôlent ces vallées par lesquelles les talibans s'infiltrent dans la capitale. Kylian, Ulysse et Amaury comptent parmi les meilleurs pilotes de leur génération.
Quand les hommes au sol sont pris dans une embuscade ou un accrochage, ce sont eux qui interviennent. Attaque, secours, exfiltration. Les pilotes d'hélicoptères sont sur tous les coups durs. Pour les talibans, les hélicos représentent la cible à abattre. Les insurgés offriraient même une prime de 20 000 $ pour une telle prise. À chaque mission, Ulysse sait qu'il peut tomber entre les mains de l'ennemi. Il y a une palpitation juste avant de partir ou pas? Toujours. Toujours? Ouais. Si elle n'est pas là, faut s'inquiéter. Alexandrine est infirmière. Dans l'équipe, elle est la novice. C'est ça? C'est exactement ça. C'est la première fois qu'elle participe à une opération de guerre. Elle va devoir faire ses preuves et affronter le pire. C'est pas la vraie vie d'aller chercher des gens comme ça sur le terrain. À ses côtés, David, le commando. Il va vivre l'opération de secours la plus dramatique de sa carrière. Il s'est mis à hurler tellement fort que c'était plus fort que le bruit de l'hélicoptère. Certains d'entre eux vont frôler la mort. Joyeux anniversaire, François! En Afghanistan, ce qui permet de tenir, ce sont aussi les moments de détente. Sans cohésion, ils ne sont plus rien. Ces hommes et ces femmes risquent tous les jours leur vie. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. C'est à Kaya, la base militaire de Kaboul, que nous retrouvons Kilian, le champion de planeur. Voici son hélicoptère, un Caracal. Cette énorme machine peut transporter 10 soldats ou une équipe médicale. Kilian a retrouvé Ulysse. En France, les deux pilotes appartiennent au même escadron. Ici, ils sont inséparables. Ulysse? Oui. Vous faites un binôme? Ce sont des amis là qui volent ensemble? Tout à fait. Ouais, c'est important de bien s'entendre et de bien se connaître pour qu'en vol ça se passe bien. Ulysse et Kilian connaissent parfaitement le terrain afghan. Pour Kilian, c'est la 3e mission dans le pays. Mais pour les nouveaux venus, l'intégration est parfois plus rude. D'habitude, Alexandrine fait des prises de sang et des vaccinations sur la base aérienne d'Orléans. Elle participe pour la première fois à un conflit armé. Elle a eu droit à un stage de préparation avant son départ, mais ici, elle va découvrir un autre aspect de son métier. C'est dense et il y a une montée d'adrénaline super intéressante, juste au moment du décollage et pendant toute l'opération. L'équipage vient d'être alerté. Il y a un blessé à secourir. Le matériel médical doit être chargé dans l'hélicoptère et c'est Alexandrine qui s'y colle. Elle pèse 43 kg, son gilet pare-balles 20 kg. L'infirmière est un poids plume comparé au commando qui ne la ménage pas. Et je suis derrière un mec, hein. C'est au pied de la machine qu'elle apprend l'état du blessé. C'est un enfant là. C'est un enfant? C'est un enfant de 8 ans. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il est brûlé. C'est un enfant afghan, brûlé sur la moitié du corps. Il s'agit d'un accident domestique. Si la prise en charge est rapide, mieux c'est pour lui. Il ne faut vraiment pas qu'on le traîne. En Afghanistan, toutes les interventions médicales sont sécurisées par crainte d'attaque ou d'attentat. David, le commando, est chargé de la protection du médecin, surnommé le doc, et d'Alexandrine, l'infirmière. Amaury, le pilote du Tigre, est lui aussi de la partie. Il va escorter l'hélicoptère de secours pendant toute la durée de la mission. Pour des raisons de sécurité, en Afghanistan, un hélico ne vole jamais seul. L'enfant brûlé les attend dans un camp militaire à Nijrab, dans la vallée de Kapisa. C'est à 80 km de Kaboul. De chaque côté de l'hélicoptère, il y a un gunner, armé d'une mitrailleuse. Dans cette région montagneuse, les insurgés peuvent être partout. Pour éviter de se faire tirer dessus, Kilian et Ulysse volent très bas et très vite. C'est ce qu'on appelle un vol tactique. Pour la gauche. Eric en place.
Ouais, vas-y, je passe devant. La vitesse, c'est leur assurance vie. Les cols sont clairs. Les cols sont clairs. Cela signifie qu'il n'y a pas d'insurgés visibles sur la montagne. Après 20 minutes de vol, l'hélicoptère de secours se pose sur la base. Ok, je vois le VAB, je vois des membres qui bougent. C'est l'une des phases pendant laquelle l'appareil est le plus vulnérable. Il faut aller vite, éviter un tir de roquette. Autorisé à débarquer. Ok, il descend. Allez. Médecin, infirmière, les commandos, tout le monde est au sol. Les commandos débarquent toujours les premiers. Derrière eux, l'équipe médicale emboîte le pas. Le médecin n'a que quelques secondes pour prendre les consignes. Le père de l'enfant est fouillé. Les commandos s'assurent qu'il ne transporte ni armes ni explosifs. Même dans cette circonstance, il faut parer à tout risque d'attentat. Alexandrine, l'infirmière militaire, n'a Dieu que pour le petit blessé. Elle sait que pour lui, le voyage va être une épreuve supplémentaire. C'est un petit être de 8 ans qui arrive dans l'hélico. Un enfant, c'est toujours un peu délicat. On ne sait jamais si il souffre. C'est peut-être la peur aussi d'être dans la machine. Pas savoir ce qui se passe, de voir des étrangers avec des casques autour de lui, parler une autre langue que la sienne. Après, tout passe par le regard, parce que finalement, il faut essayer de faire passer des sentiments autres que par les mots. Le Tigre est à 5 heures, pardon. Au même moment, Amaury et son Tigre sont toujours en protection du Caracal, l'hélicoptère de secours. Dans les zones dangereuses, le Tigre lâche des leurres. Ces petites fusées sont des sources de chaleur. Elles servent à détourner les éventuels missiles que pourraient tirer les insurgés. Kilian et Ulysse n'empruntent jamais de ligne droite. Leur hélico épouse le relief, utilise les masques du terrain et plonge dans les canyons. Pour isoler l'enfant du vacarme de la machine, Alexandrine lui a placé un casque sur les oreilles. Et son petit protégé ne tarde pas à s'endormir sous l'effet des calmants. Il était mignon et tout reposé. Il était presque parti comme dans un rêve, je crois, mais alors qu'il était brûlé sur une bonne partie de son corps. Mais il avait l'air apaisé. Arrivé à Kaboul, ce sont les médecins de l'hôpital militaire qui prennent le relais. C'est à ce moment-là qu'on décompresse. Une fois que le patient est parti dans l'ambulance, c'est le moment où toute la tension redescend, on reprend ses esprits et on souffle. Les soldats français sont bien sûr les premiers bénéficiaires de cet impressionnant dispositif de secours. Mais l'autre moitié des évacuations profite aux Afghans, civils ou militaires. Mission accomplie pour Alexandrine, Kilian et Ulysse. Pendant 3 mois, les Français vont vivre en vase clos sur la base de Kaya, une forteresse située près de l'aéroport militaire de Kaboul. On a connu mieux comme Club Med, hein, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il y a des bâtiments tout neufs, anti-roquettes. C'est-à-dire anti-roquettes? C'est-à-dire que le couloir est renforcé. Donc si on a une alerte à la roquette, Tout le monde dans le couloir. tout le monde dans les couloirs de ces bâtiments-là. Et on serait a priori protégé. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont vendu. Il leur est interdit de sortir du camp. Tout ce que Kilian et Ulysse verront de Kaboul, en dehors de leur mission, se limitera à ce périmètre, étroitement surveillé. Kaya, c'est 3000 soldats de 30 nations différentes. Ce complexe ressemble à un gigantesque campus, avec ses terrains de sport, son hôpital, ses restaurants et ses magasins, épicerie, électronique dernier cri. On trouve vraiment de tout ici. Bah, c'est un jeu d'échecs sur fond de carte afghane, puis avec des soldats américains d'un côté, avec les talibans en face.
La base de Kaboul possède aussi son marché afghan. Parfait pour Lindsay et Julie, du bataillon hélico. Elles aiment venir ici pour se changer les idées. Ce sont des civils afghans qui ont l'autorisation, ils viennent et ils font leur commerce ici et puis ils vivent grâce à nous. Ici, on peut payer dans toutes les monnaies, en dollars, en euros ou en afghani. Véritable tapis à thème militaire, araignées naturalisées, les commerçants débordent d'imagination pour satisfaire leur clientèle. Ici, on arrive à retrouver un peu ce qu'on trouve en France, c'est-à-dire essayer des vêtements, se regarder dans la glace, se trouver coquette, voilà. Comme quoi, on perd jamais les réflexes, en fait. Comme ça. Comme ça. Tout est prévu pour le confort des troupes. Kilian et Ulysse ont rapidement pris leurs habitudes. Ah où, mon lieutenant? Merci, capitaine. 2 fois par semaine, c'est la lessive. Et c'est gratuit. Bonjour. How are you, son? Good? Fine. Okay. L'autre jour, j'avais une chaussette qui ne m'appartenait pas dedans. Mais bon. Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai rendue là, dans le petit bac. Chaussette perdue, ouais. Bon, on va prendre notre petit rendez-vous. Allez. Hein, on va peut-être réussir à en faire un. Enfin. Jusqu'à présent, Kilian et Ulysse n'ont jamais pu franchir la porte de cet établissement très spécial. Hi. 2 o'clock. Yeah. Yes. How much for 30 minutes? It's going to be 9 euros. 9 euros. Pour 30 minutes. Pour 30 minutes de massage. J'espère qu'on va pouvoir enfin le faire. Moi, c'est la deuxième fois que je vais en Afghanistan et à chaque fois que je prends un rendez-vous, il se passe quelque chose. On part en vol, une alerte pas prévue, on part en vol, une mission déclenchée. Et donc, si on arrive à en faire une fois, ça serait quand même pas mal. Ça se passe bien. Là, s'il y a une alerte, vous faites quoi? Ah ouais, je me rhabille et puis j'y vais. En fait, Kilian et Ulysse passent le plus clair de leur temps libre dans la salle de musculation, ouverte jour et nuit. On va faire des tractions un petit peu. Là. Développé couché, là, on n'en peut plus, là. On a déjà trop fait. Ah là, il fait un truc de torture, là. J'ai travaillé le dos pour les vibrations dans l'hélico. Alexandrine, l'infirmière, s'entraîne elle aussi presque tous les jours, entre 2 évacuations médicales. Toujours le téléphone. Je suis d'alerte tout le temps, 7 jours sur 7, donc 24 heures sur 24, donc j'ai toujours le téléphone. La dernière fois, ça m'a bien servi parce que j'ai été appelée en plein milieu de ma séance de sport. Mais pour l'instant, pas d'alerte. Alexandrine en profite pour aller à l'hôpital prendre des nouvelles de l'enfant brûlé. Les médecins ont prévu de l'opérer pour lui faire une greffe de peau. C'est un peu injuste de voir des enfants comme ça dans des lits d'hôpitaux, si petits comme ça, avec des bandages sur tout le corps, tout petits. Cela fait maintenant 3 semaines qu'Alexandrine est arrivée en Afghanistan. Le soir venu, certains soldats jouent encore à la guerre. Alexandrine, elle, n'a pas envie de jouer. Ce qu'elle voit ici chaque jour ne la laisse pas indemne. La traumatologie de guerre, enfin c'est terrible. C'est quand même assez agressif comme ça, c'est choquant comme prise en charge. Blessures par balle ou par roquette, membres arrachés, des images terribles.
Alexandrine a dû apprendre à surmonter ses peurs et ses angoisses. Mine de rien, c'est physique, c'est fatigant, c'est psychologiquement usant et ça permet d'arriver de connaître un peu ses limites aussi. Même pour les soldats les plus aguerris du bataillon hélico, chaque départ en mission est chargé de stress. Ce soir, Ulysse prépare ce que l'on appelle en jargon militaire une opération d'influence. En clair, une opération de propagande destinée à la population afghane. Nous allons larguer des tracts dans deux vallées qui puent, comme on dit ici, et pour faire de l'information aux populations. On a une nuit très claire, on va voler assez haut, donc on peut être détectable, et donc on pourrait nous tirer dessus. Bon, après on vole quand même à des altitudes qui sont largement supérieures aux armements moyens des insurgés, donc j'espère que ça se passera bien. Alors voilà le tract que vous avez largué là ce soir, Ulysse? Oui, c'est en dari ou en Pachoun. Bon, je parle pas couramment, hein. Mais ça veut dire si tu fais le bon choix, tes rêves se réalisent. On essaie de gagner le cœur des Afghans. Et ceux-ci sont toujours entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils sont pour la paix dans leur pays, mais pour survivre, ils sont tentés d'aider les insurgés pour avoir de quoi manger. La zone de largage est située dans une vallée très dangereuse, occupée par les insurgés. Le passage de la vallée de Bedraou à la vallée d'Al-Assaï par le point inter. On va chercher le fond de vallée, on s'aligne. Al-Assaï est située en Kapisa, une vallée tristement célèbre. 14 soldats français y ont trouvé la mort. Il y a 2 ans, nous les avions accompagnés au cœur des combats, aux côtés de l'armée afghane. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Mais survoler cette vallée de nuit représente toujours un danger. L'un des risques, pour Ulysse, ce serait de tomber aux mains de l'ennemi. Alors avant chaque vol, il prend certaines précautions. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je me sanitise. C'est-à-dire, je me sanitise. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire simplement que j'enlève tout ce qui est reconnaissable et sur moi, qui ne doit pas être vu si jamais je devais me faire prendre. Prendre, ça. Par les insurgés. Moi, je laisse tout ici. Voilà, on efface tous les derniers numéros appelés, tous les derniers SMS envoyés. Voilà. On a quand même s'ils ne la respecteront pas, la carte de convention de Genève, qui dit que même si on est fait prisonnier, eh bien, on va devoir être respecté. Je suis pas sûr qu'il la respecte en fait. Et on a aussi ce qu'on appelle la bullshit. Donc c'est écrit en plusieurs langues, en dari, en français évidemment. Voilà, qui nous dit qu'on ne parle pas leur langue, qu'on demande de la protection, un abri et de nous aider pour nous ramener sur un camp de la coalition. Et j'ai aussi $50, ça peut sauver. On sait ce qui est réservé aux pilotes qui sont attrapés par l'ennemi ou pas? Ça n'a pas été encore le cas sur ce théâtre, donc j'ai pas trop envie d'être le premier. Ils vont pas nous tuer tout de suite, hein. Je veux dire, pour eux c'est important d'avoir cette monnaie d'échange, donc de la torture certainement, et puis après ils vont essayer de nous négocier, quoi. Oui, on va essayer de pas se faire prendre en fait. Ulysse et ses équipiers sont prêts. Dans ces cartons, les milliers de tracts qui vont être largués. 180 000 ouais, je crois, ouais. 180 000. Déjà, c'est pas tellement joli, mais bon. C'est pour la transpiration. Il y a une palpitation juste avant de partir ou pas? Toujours. Toujours? Oui. Si elle n'est pas là, faut s'inquiéter. Les mécaniciens terminent d'inspecter la machine. Ce soir, Kilian ne volera pas avec Ulysse, mais il est venu saluer son copain. Pour faire le départ avec eux et pour savoir que je suis là aussi et que je pense à eux, quoi.
C'est Alain, le mécanicien navigant, qui larguera les cartons lorsqu'Ulysse lui donnera le top. On a 1 minute de l'entrée de la Capissa. Même pas, on passe la dernière crabe. Après 20 minutes de vol, les premiers villages sont en vue. On va la vallée. Ok, et ben on se prépare derrière pour le largage. L'appareil est lancé à 300 km/h. Alain entreprend un véritable numéro d'équilibriste à 400 mètres d'altitude. C'est le moment le plus critique de l'opération. L'hélico pourrait être pris pour cible. Mais les commandos veillent. Avec leurs lunettes de vision nocturne, ils scrutent le fond de la vallée et les lignes de crête. Top largage. Maintenant? Oui. Pendant près d'une heure, Ulysse va larguer 10 cartons sur 4 positions différentes. Les principaux villages de la vallée d'Alassaï. Une zone de 10 km². Dernier point. Je vais dessus. Tu peux m'enlever les autres? Nom de code de l'opération, Carla. Allez, on va vers Exit Point, on quitte la zone, droit devant. Allez, l'info. Leur mec. Bon, voilà, mal au dos, masseuse. Masseuse. À Kaboul, chaque retour de mission est un soulagement. C'est un rituel, tous les équipiers accueillent ceux qui rentrent. Mes idoles, vous êtes revenus, vous êtes entiers sains et saufs. Oh, Ulysse, tu es là. Ulysse, reviens. J'ai refait la tapisserie 4 fois. C'est Julie, la secrétaire de la salle des opérations, qui vient d'habitude alerter les équipages. Mais ce soir, elle est simplement en retard. Une petite fête est organisée avec les mécanos et les pilotes. Au menu, les provisions envoyées de France par les familles. Non, c'était pas le pâté neuf, non. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santillano, 18 400 tonneaux, je suis fier. Donc voilà, on monte dans la cage. Et après les champs de marins, la base ce soir va prendre des allures de campus déjanté. Joyeux anniversaire, François. Allez, François. Anniversaire ce soir. Et oui, c'est mon anniversaire. Ils m'ont fait un très beau t-shirt. 25 ans. Sur cette base aérienne de l'OTAN, l'alcool a été récemment interdit, mais les anniversaires sont toujours très bien arrosés. Pour fêter le cap de ses 1000 heures de vol, Amaury aura bientôt droit au même traitement. Ça sent bon. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça sent pas bon. Ça sent le vomi en fait. Alors que certains font encore la fête, d'autres reprennent le travail. La guerre ne connaît pas de répit. Les machines doivent être prêtes en permanence. Après chaque retour de mission, les hélicoptères sont inspectés dans les moindres détails. Les mécaniciens recherchent d'éventuels impacts de balles. L'armurier recharge les paniers de roquettes. Des roquettes qui font quel dégât, ça? C'est pour traiter des surfaces comme un terrain de foot à peu près. Une roquette, un terrain de foot. Le Tigre coûte près de 30 millions d'euros. Cette machine de guerre est une cible de choix pour les talibans. Un trophée très convoité. Abattre un hélicoptère de combat, c'est vraiment quelque chose qui leur permettrait de se faire de la publicité en fait. Celui qui aurait accompli un tel acte aurait une gloire qui rejaillirait en fait sur tous ses proches. Il y a 2 ans, un pilote de Tigre a filmé un de ses accrochages qui aurait pu très mal tourner. Ok, visionne les packs qui dirigent vers lui. Un groupe de soldats américains avec 2 blessés ici à l'image est en train d'être évacué par un hélicoptère français. Au moment du décollage, les insurgés lui tirent dessus à la roquette. Ça tire, stable. Où ça? Oh putain, l'hélico juste à côté. La roquette manque sa cible et explose à 20 mètres de l'appareil. Allez, une fois. Ah, j'ai visuel sur un mec. Le Tigre, qui assure la protection, riposte aussitôt. Il seul, le col. Il à droite. Ça tombe un peu derrière. Là, c'est sur les 2 mecs là. Oh, je fais le mec. Cette nuit-là, les talibans ont voulu s'en prendre à l'hélicoptère. Ils l'ont payé de leur vie. C'est toujours au moment où ils se posent pour évacuer les blessés que l'hélicoptère et son équipage sont les plus vulnérables. Il faut donc répéter inlassablement cette phase critique de l'opération.
C'est David et les autres commandos qui protègent le médecin, Alexandrine, et le blessé. Alexandrine n'a jamais connu l'épreuve du feu. En cas d'accrochage avec les talibans, il faudra qu'elle sache comment se comporter et trouver tout de suite ses marques. L'opération est répétée comme une chorégraphie. Chacun doit connaître son rôle et sa place. Et ça fait 5 fois qu'on a fait 4 fois. Oui, 4-5 fois là. Bon, mais ça vous paraît utile là? Oui, c'est utile. C'est du cas concret. Là, ça permet de voir un petit peu comment ça pourrait se passer en réel. On décroche, on se met à couvert. Là. Alexandrine et David ne le savent pas encore, mais dans quelques jours, ils vont être confrontés à cette réalité. Les commandos habitués à l'usage des armes doivent aussi savoir prodiguer les soins d'urgence. C'est au tour d'Alexandrine de jouer les professeurs. Initiation à la pose d'une perfusion. C'est bon, t'as bien compris, t'as bien suivi? Je suis pas bien. C'est dommage, c'est toi qui dois piquer ce Je sais. J'en connais un, Voilà. t'enfonces pas. Tu tires bien sa peau, tu peux tirer. N'enfonce pas plus. Mais putain, mais... Non mais c'est bon là. Oh putain. Tac. Mais d'où la petite compresse tout à l'heure. Ouais. Tu vois, ouais, j'ai oublié la compresse, t'as raison. C'est bien, hein? C'est pas facile, tu Moyen, vois, parce moyen. que c'est au moment où tu pousses et tu Moyen, tires. j'aurais dû penser à la... Bon, après, là, on est au calme, c'est en journée, on est assis au bord d'un bureau, ça va, mais si il fait nuit, sous le stress, etc., c'est plus difficile. Non, mais ce qu'il faut, c'est s'entraîner assez régulièrement. Pendant 1 heure, les commandos vont s'entraîner chacun à leur tour. Vous savez que j'ai toujours rêvé de faire médecine. J'ai fait boucher charcutier. Chaque soldat possède un kit médical d'urgence avec une dose de morphine. Une tubulure. Un antidouleur très puissant, mais qu'il faut savoir utiliser. L'efficacité, au bout de 10-15 minutes, vous voyez que la personne a moins mal. Si jamais elle a toujours mal, il ne faut pas hésiter non plus à la refaire. Ce qui nous guide, c'est la douleur de la personne. Si elle commence à s'endormir, c'est qu'elle a plus mal. Vient ensuite la pose du garrot. Les soldats en ont toujours un sur eux. Ouais. Ça fait très malin, la pose d'un garrot. Quand il est bien serré, c'est utile. Après, il faut le manipuler pour l'avoir en tête et comme ça, le jour où il faudra le faire, mais il sera bien fait, quoi. C'est pas un geste anodin, ça peut sauver une vie. Non, tout à fait, ouais. Une fois qu'il est posé, on le retire pas. C'est à l'hôpital qui décide de retirer le garrot. C'est pour ça qu'il est hyper important de noter l'heure de la pose du garrot sur le front du blessé. Alors, il est 17h46, j'ai posé un garrot, donc... Ah, il faut marquer pour de vrai? Ouais, je l'ai noté. Alors, on marque G ou T. C'est chouette, hein. Pose de garrot, injection de morphine. David et Alexandrine vont devoir accomplir ces gestes plus vite qu'ils ne l'imaginaient. Ce soir, David, Kilian et Ulysse partent déposer des soldats dans la vallée d'Ouzbine. Direction la base de Dora, à 80 km. Ils rejoignent le colonel Gouasque et ses soldats du 126e régiment d'infanterie de Brive-la-Gaillarde. On les surnomme les Bisons. Ils vont effectuer une mission de reconnaissance. L'opération commence de nuit. On va aller dans un village qui s'appelle le village de Rodbar, où on ne va pas très souvent et où on va faire un contact population, essayer de prendre contact avec le Malek, la population, et puis voir comment ils sentent la situation, évaluer un petit peu la présence insurgée sur zone et leur influence. Voilà, donc c'est pas une mission extrêmement compliquée en soi, mais la zone est dangereuse et c'est pas une zone où on va très très souvent, donc on prend un certain nombre de précautions. Pour protéger les hommes qui entreront dans le village de Rodbar, le colonel Gouasque va faire déposer en hélicoptère 21 soldats sur 2 sommets, baptisés Mike et Falcon. La mise en place va s'effectuer par nuit noire pour garantir l'effet de surprise et éviter une attaque des talibans. C'est-à-dire que... Je croyais qu'il faisait plusieurs... Oui, il n'y a pas de souci particulier. D'accord. Et donc, pour l'instant... Base de Tora, au PC du colonel. Il est 21 h. Les hommes embarquent dans les hélicos, direction le haut de la vallée d'Ouzbine. Mike et Falcon se trouvent à une trentaine de kilomètres de là. Et en avant 4. Visuel du véhicule. Reçu. En avant 3. Allez, descendons. En avant 2. Kilian et Ulysse sont aux commandes. C'est bon à gauche? C'est bon à gauche pour le moment. Ok, descendons, tu peux y aller. Allez, encore un mètre, descendons. Fais gaffe au dévers. Poser un hélicoptère sur un sommet, de nuit, dans la poussière, c'est toujours une manœuvre difficile et périlleuse. Bon, on peut appuyer ou pas, Biche? Pardon? Est-ce qu'on peut appuyer?
Bon allez vas-y, autorise à débarquer. Ok. C'est la section baptisée Vert 30 qui débarque. Parmi les combattants, il y a des tireurs d'élite, 2 infirmiers et 1 radio. Ils vont rester ici 48 heures. Sur cette montagne, ils vont bientôt connaître des heures très difficiles. Le lendemain matin, nous retrouvons les soldats qui surveillent la vallée. Amaury est à bord de son Tigre. Pendant plusieurs heures, il va survoler la zone. Le colonel Gouasque et ses hommes peuvent enfin progresser vers le village. Comme à chaque mission, ils sont accompagnés de l'armée et de la police afghane. Malgré le calme qui règne ici, les soldats restent sur leur garde et fouillent toutes les personnes suspectes. Derrière chaque paysan peut se cacher un insurgé. Le colonel a voulu que cette opération se déroule de manière pacifique. Il a organisé une choura, une réunion avec le Malek, le chef du village. Merci au Malek d'être venu ce matin. Quand on connaît l'amitié qui lie la France à l'Afghanistan, on a envie de faire quelque chose pour ce pays et on a envie de faire quelque chose pour les enfants de ce pays pour qu'ils puissent construire un avenir de paix. C'est dans notre intérêt d'agir. Ici, c'est notre pays que nous devons servir. Nos efforts doivent être plus importants que les vôtres, puisque c'est notre pays. Vous êtes venus de France pour nous aider. Mais si les gens ne le comprennent pas, que peut-on y faire? Malheureusement, il y a aussi des gens dans cette vallée, soit originaires de cette vallée, soit qui viennent d'ailleurs et qui s'installent dans cette vallée, qui ne nous accueillent pas avec le sourire du Malek, mais avec le fusil de l'insurgé. Oui, le problème est qu'il n'existe nulle part des forêts sans chacal et que toutes sortes de personnes cohabitent dans les forêts. La nuit tombe. La section Vert 30, qui a été héliportée sur la montagne, surveille la vallée. À 5 km de là, en contrebas, leurs camarades de la section Vert 10 prennent position. Ouais, vers base ici, Vert 10, parlez. Ouais, 11. Ouais, t'es toujours en cours de check du véhicule et des personnels. Hein. Les hommes du colonel Gouasque contrôlent toutes les voitures. Ce soir, tout paraît calme. Il y a même eu un mariage dans les environs. Les soldats sont équipés de jumelles thermiques qui détectent la moindre source de chaleur. T'es 4 en contrebas, donc dans ton axe, quand tu poursuis le Talweg, tu arrives sur... Une personne qui est planquée derrière un buisson qu'on voit forcément pas à l'œil nu, bah, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, quoi. On sait qu'il y a une source de chaleur. Pour déjouer cette technologie, les insurgés utilisent parfois des couvertures mouillées pour se cacher. Malgré leur système d'observation ultra perfectionné, les soldats ne voient pas que des talibans rampent vers la position de leurs camarades sur la montagne. Tu arrives sur en fait une green zone. Il est 18h30. Les insurgés attaquent. Pour toi que sur la green zone. Ouais. Tire en fait, tire à droite sur Falcon. Cette lumière blanche, c'est la roquette tirée par un taliban sur la position française. Elle explose au milieu des soldats. Contact, contact sur Falcon. Ah, ici 13 à contact sur Falcon. C'est vers 30. Ils ont été pris à partir sur Mike, ils ont un blessé. Les talibans tirent encore 3 roquettes et montent à l'assaut. Sur les départs de coups là-haut. Sur la montagne, les soldats ripostent. C'est un déluge de feu. Dans la vallée, leurs camarades assistent à cette attaque, sans pouvoir réagir. Donc, nouvelle situation, apparemment, c'est 2 blessés chez Vert 30. 2 blessés, il vient de rendre compte, 2 blessés. On est obligé de demander les hélicoptères pour évacuer. Sur la base de Kaboul, branle-bas de combat. Les Tigres sont sur le départ. Il y aurait des éléments français qui seraient pris à partie au niveau d'une ligne de crête en vallée 12 Bin. Et on se prépare à évacuer 2 blessés. David et les autres commandos se préparent à leur tour. Mais l'équipe médicale n'est pas encore là, déjà partie sur une autre intervention. Un soldat afghan piqué par un scorpion. Alexandrine et le médecin sont attendus d'une minute à l'autre. Depuis Roko, où il a installé son poste de commandement, à 6 km de la zone des combats, le colonel Gouasque ordonne des tirs de mortier.
faites le hérisson et vous tenez votre position capitale. C'est bon, descendu. Allez, tir mortier. Premier coup, mortier, parti. Ouais, affirmatif, un tir explos. Une riposte qui fait taire les armes des insurgés. 3 quarts d'heure plus tard à Kaboul, l'équipe médicale est maintenant prête à décoller. C'est David qui ira chercher l'un des 2 blessés. Le médecin lui donne les dernières consignes. Si c'est un membre arraché, garrot, morphine. Dans la montagne, les blessés sont entre la vie et la mort. Dès que l'hélico se posera, David devra pratiquer les gestes d'urgence, dans l'obscurité la plus totale, et peut-être sous le feu de l'ennemi. Dans la vallée d'Ouzbine, en entendant les hélicos, les soldats pensent que ce sont les secours qui arrivent. Un visuel. Ok, donc c'est patrouille Gazelle qui vient sécuriser la zone de Vertronc. Ils sont au-dessus de la tête. Mais l'espoir retombe aussitôt. L'hélicoptère médical est tombé en panne. Hein? Non, moi je me fais. Putain, et le HM il vient de faire demi-tour sur Kaya, il a un problème avec l'hélico. T'es sérieux? Oh, putain, mais d'accord. Merde. Non, mais faut qu'ils arrêtent leur connerie aussi. Ah, c'est parti de la loi de Meursault. Il met combien de temps l'hélicoptère là pour faire les retours? Délai. 20 minutes. 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Ah, 20 minutes, le temps qu'ils prennent l'hélico. À Kaboul, le chef des opérations fait préparer une nouvelle machine. On a un appareil qui a une panne moteur, donc on est obligé d'attendre pour faire la manip d'exfiltration. 10 minutes plus tard, l'équipe médicale décolle à nouveau. Dans la vallée, les soldats de Verdis apprennent que les 2 blessés sont les infirmiers de la section. Putain, c'est l'adjudant. L'un d'eux a eu la jambe arrachée. Là-haut, il n'y a plus que les combattants pour leur porter secours. Sur le réseau radio, les hommes écoutent le médecin qui, à distance, essaie de les guider. La totalité de la tirette de morphine d'un autre membre de la section. Reçu. Température reçu. On a des infos là sur la Médévac en cours. L'hélico médical arrive enfin. Les hommes vont suivre à la jumelle le sauvetage de leurs copains sur la montagne. L'hélico au sol, là, ils sont en train de charger des blessés. Là, on a la route qui revient. Oui, reçu. Dans son PC, le colonel Guasque vient d'apprendre la gravité des blessures de l'un de ses hommes. Il est salement touché, j'ajoute qu'il sera vraisemblablement amputé de la jambe droite sous le genou et peut-être également de la jambe gauche. Bon, autrement dit, on va dire que c'est très sérieux pour l'agent-chef et on n'est pas sûr de ne pas le perdre. Donc, voilà. Le colonel pense au reste de ses hommes qui risquent une nouvelle attaque sur la montagne. Ils sont choqués et n'ont plus d'infirmiers. Il décide de les rapatrier. À Kaboul, Kilian, Ulysse et les autres équipages se préparent à aller récupérer leurs camarades. C'est une opération millimétrée. 2 tigres, hélicoptères d'attaque, vont d'abord nettoyer la montagne. À leur côté, une gazelle de reconnaissance et 3 hélicos transport de troupes. Kilian posera sa machine sur la crête. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Oh non, c'est bon, ça va aller, on va faire ça. La difficulté, ça va être les poser de nuit sur les zones, pouvoir poser correctement pour embarquer les commandos et gérer toute la situation tactique avec les insurgés qui sont autour. On ne sait pas trop où ils sont. On a les tigres qui ont déjà fait pas mal de casses et qui ont nettoyé un peu la zone, mais on ne sait pas trop, il doit sûrement en rester encore. Il va y avoir 6 machines en vol. La récupération doit durer moins de 5 minutes. 3 appareils doivent se poser à tour de rôle en un minimum de temps sur une zone grande comme un terrain de tennis. Le risque, c'est que les hélicos se télescopent. Le terrain est accidenté et Kilian ne pourra poser qu'une seule roue sur les 3 de son hélicoptère. 2 heures du matin, au PC du colonel. Les visages sont marqués par la fatigue et l'angoisse. Les hélicos arrivent. Le colonel Guasque suit en direct sur cet écran la récupération de ses 19 soldats.
2h39. L'hélicoptère de Kilian se pose sur Mike. Oui, à droite. Top l'avant, il y a droite de doux. À droite de doux, 15 mètres. Ok, le rack est en sécu. Ok. À droite de doux pour 8. Allez, à droite de doux, 5. Rack en sécu. Bon, 3, 2, 1. Torche à droite, vertical, descend doux. Descend doux. Le rack en sécu. Posé. À droite, c'est bon, gauche. On s'en sert que je relance. L'attaque des insurgés a eu lieu il y a 8 heures. Les soldats sont enfin récupérés. Au PC du colonel, c'est le soulagement. Les hélicos se posent sur la base française de Tora. Les combats n'ont duré que 6 minutes, mais ils ont été très violents. À leur arrivée, les soldats sont encore sous le choc. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On les a pas vu venir comme d'habitude et voilà. Et depuis ce moment-là, l'enfer, l'attend des hélicos. L'homme qui nous parle est un miraculé. Il a été soufflé par l'explosion de la roquette qui a blessé ses 2 camarades. Il leur a porté les premiers secours. Vous avez riposté? On a riposté, mais tout le monde a riposté, tout le monde a bien riposté, on s'est bien défendu. Et ils n'ont pas pu prendre notre position, ce qui nous a permis de tous rentrer encore ce soir, je pense, malgré les 2 blessés qu'on a dans nos rangs. Et ensuite, l'arrivée des hélicos, c'était la délivrance pour tout le monde. Le tigre français qui tourne au-dessus de nous, ça fait toujours plaisir. À Kaboul, tous les équipages sont rentrés. Mais à l'hôpital militaire, l'infirmier blessé, l'adjudant-chef Miloche, est entre la vie et la mort. C'est David, le commando, qui lui a porté secours. Un sauvetage qui s'est effectué dans des conditions particulièrement difficiles. Le contact a été très rapide avec l'équipe qui était au sol. Ils nous ont très rapidement guidés sur les 2 victimes. Mais c'est vrai que c'était une atmosphère particulière. On est resté 10 minutes sur zone, mais ça m'a paru une éternité, quoi. David se dirige vers le 2e blessé. Dès qu'on a mis les mains dessus pour le lever, il s'est mis à hurler, tellement fort que c'était plus fort que le bruit de l'hélicoptère. Et c'est vrai que c'est des choses qui marquent un peu. Ouais. On dit qu'il y a des fois des souffrances qui sont vraiment énormes, quoi. On part, et dans la machine, le doc donc, nous fait signe que l'agent-chef n'a plus de pouls, donc il attaque un massage cardiaque. L'hélicoptère se pose d'urgence à Tora. Les commandos et les chirurgiens se battent pour ramener le blessé à la vie. 2 heures plus tard, il est transporté vivant à Kaboul. On l'avait ramené de loin, et quand on l'a déposé à l'hôpital, on s'est dit c'est bon, pour lui, c'est bon, hein, c'est gagné. Mais à 4 heures du matin, malgré tous les efforts, l'infirmier-major Thibaut Miloche décède à l'hôpital militaire de Kaboul. Il avait 39 ans. Soldat expérimenté, c'était sa 2e mission en Afghanistan. Sauver des vies était pour cet infirmier une vocation. Thibaut Miloche était marié et père de 2 enfants. Le lendemain matin, Ulysse pose son hélicoptère sur la base de Tora. Il transporte le corps de l'adjudant-chef Miloche. Ses camarades veulent lui rendre un dernier hommage. Le colonel Gouasque a rassemblé ses hommes. C'est un des moments les plus difficiles de sa vie d'officier. Pour la plupart d'entre nous, nous avons appris à notre réveil le départ définitif de l'adjudant-chef Thibaut Miloche, infirmier-major du 126e régiment d'infanterie et du GTIA. Nous sommes tous touchés par ce décès, mais nous savons tous
que la mort est malheureusement une fin possible de notre engagement dès lors que nous le faisons à fond et que nous ne trichons pas avec cet engagement. La vie militaire que nous avons choisie, le métier que nous avons choisi, nous fait vivre de très nombreux moments heureux, mais aussi des moments dramatiques et des moments douloureux. Ces moments, il nous faut les vivre en soldats. David, le commando, n'a pas dit un mot à sa compagne des événements tragiques qu'il vient de vivre, pour ne pas l'inquiéter. Ça va? Tu l'as fait loucher, là. Mais il reste marqué à jamais par la mort de son camarade. J'ai pensé surtout à la famille de l'adjudant-chef. Voilà. Je me suis dit comment ils vivent l'événement, quoi. Quand je me suis mis sur Internet, que j'ai vu accompagner ma fille, je me suis dit que j'ai de la chance. C'est pas la vraie vie d'aller chercher des gens comme ça sur le terrain. Une fois que c'est arrivé, on n'a pas envie que cela se répète, donc on peut pas craquer, il faut y aller, il faut continuer, il faut se dire qu'il y en a d'autres qui ont besoin de nous et il faut pas lâcher prise. Alexandrine est repartie en mission. Bon, ben, on prend les mêmes, on commence. Bon courage. Merci. David, toujours à ses côtés. Ouais, ça va. Là, on se met un peu dans le match. Avec Kilian et Ulysse, l'équipage a affronté de nouvelles épreuves. Amaury a fêté ses 1000 heures de vol. Son Tigre a été à nouveau pris pour cible par les insurgés. Depuis la fin de ce reportage, 4 autres soldats français ont perdu la vie en Afghanistan.